Merci pour votre fidélité à Shalom Télévision et à Shalom Radio. Bienvenue dans Décryptage, messieurs et dames. Nous parlons aujourd'hui de la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. La ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a dans une note circulaire signée le 13 mars 2024 décidé de reprendre les exécutions capitales contre les traîtres au sein de l'armée congolaise, ainsi que les auteurs de banditisme urbain entraînant la mort d'hommes. D'après la note circulaire de la ministre de la Justice, le gouvernement veut ainsi débarrasser l'armée de notre pays des traîtres d'une part et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes. Alors, quelle lecture faire de cette levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo? Vous le savez, c'est un moratoire qui date de 2003. La peine de mort n'était plus appliquée en République démocratique du Congo depuis 2003 et maintenant, on peut dire 20 ans après, cette peine de mort va de nouveau être appliquée en République démocratique du Congo. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que la justice prononçait la peine de mort, mais n'était pas exécutée au vrai sens du terme, dans le sens où celui qui était condamné à la peine de mort était obligé de rester dans la prison pendant tout le temps possible jusqu'à ce qu'il meure. Ce n'était plus question d'exécuter des gens. Comme vous le savez, la peine de mort, c'est on opère fusillade pour les militaires et la pendaison pour les civils. Alors, pour traiter de cette question, c'est-à-dire pourquoi, comment appréhender cette mesure, cette décision de la République démocratique du Congo de nos jours, nous sommes avec deux professionnels qui œuvrent dans le domaine de la presse, deux personnalités qui travaillent dans la communication des masses. La première personnalité, c'est Monsieur Béni Rachidi, journaliste. Monsieur Béni Rachidi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci d'avoir pensé à nous. C'est une fierté immense de se retrouver dans ce beau cadre de Shalom Télévision. Salutations distinguées à tous les téléspectateurs, mais aussi à l'immense Christian Mouchampa, que nous saluons très affectueusement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici. La deuxième personnalité qui œuvre dans le domaine de la presse, avec laquelle nous allons traiter de cette question, il s'agit de Monsieur Christian Mouchampa. Monsieur Christian, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci de l'invitation, merci à tous ceux qui nous regardent à travers la province, merci également à mon grand frère aîné dans le métier, Rachidi Ben. Je suis très content de partager ces sujets à ses côtés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Voilà, c'est avec ces deux communicateurs que nous allons traiter de cette question en rapport avec la justice en République démocratique du Congo. La ministre de la Justice, le gouvernement congolais, a décidé de lever le moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Cela vient du Conseil des ministres du 9 février 2024 dernier, et c'est le 13 mars 2024 que la ministre de la Justice a signé cette note circulaire qui levait donc le moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Monsieur Béni Rachidi, d'entrée de jeu, comment vous avez accueilli la nouvelle? C'est-à-dire, quand vous avez appris que le gouvernement a levé le moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous avez ressenti en vous, personnellement, en tant que journaliste? Toute la fierté, mais aussi la joie immense. Okay. Pour un pays qui fonctionne, pour un pays qui prend des décisions, pour un pays qui veut avancer, je trouve que ce n'est que normal et même justice. La peine de mort n'a pas commencé par la RDC, c'est pas une création de la RDC. La peine de mort, même aujourd'hui, certains États américains, certains États ou certains partis ou certaines entités au niveau des États-Unis continuent à pratiquer la peine de mort. Or, on s'est dit, ce sont des pays occidentaux où il y a cet ancrage démocratique au plus haut niveau. En Asie, n'en parlons même pas. La peine de mort aujourd'hui doit être conçue dans une approche
peut-être punitive, ce qui est très normal. Quand je vous parle, j'ai des larmes aux yeux de voir comment est-ce que, à cause de cette sanction qui prend déjà ses racines avec déjà le Congo belge, ça commençait déjà là-bas. À l'époque coloniale. Donc, oui, ce n'est normal, et on coupait des doigts, on tuait des gens, et peut-être les protectionnistes ou les activistes de droits de l'homme ont leur regard. J'ai réfléchi plus dans une optique que le pays est dans le droit de chercher des voies et moyens pour se protéger contre des phénomènes à un certain moment qui risquent de les réduire à un état voyou, à un état délinquant, à un état irresponsable. Et je crois que la RDC, dans sa quête de développement, des grandeurs, des positionnements, et de la sécurité de la population, s'est décidé cette option qui n'a jamais été abolie. Il faut le dire ainsi, que c'était juste... on a réfléchi, c'était un processus qui allait vers sa levée totale, mais depuis le temps du président Joseph Kabila Kabangé, l'on réfléchissait en ce sens. Il y a beaucoup d'écrits qui ont été produits, mais c'est normal, c'est institutionnel, et à mon humble avis, le pays a réfléchi d'une autre manière pour sauver peut-être la nation. C'est donc pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la peine de mort, comme je l'ai dit, elle a cette approche punitive, elle a cette approche dissuasive, elle a aussi cette approche des responsabilités au niveau national et même international. Vous voyez aujourd'hui la RDC, on l'a plus regardé dans une optique d'un pays où il n'y a que des guerres. J'étais surpris, j'étais devant ma petite télévision de suivre un journal en Inde, et on parle de la RDC, pas comme pays de violeurs, pas comme pays de détourneurs, mais un pays où va se pratiquer la peine de mort. Je me suis dit, waouh, si notre pays peut être encore regardé positivement parce qu'on a encore repris la peine de mort, c'est aussi une publicité très positive à mon humble avis. Monsieur Christian Mouchampa, vous, comment vous avez accueilli la nouvelle quand vous avez appris qu'il y a une note circulaire qui donnait cette information-là? En tout cas, contrairement à Béni Rachidi, ici il faut préciser que le mal est très profond en République démocratique du Congo. La peine de mort, vous avez très bien spécifié dans l'entame de l'émission, vise à détecter et à décourager tous les infiltrés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, dans la partie Est, ces gens-là qui s'évertueraient de transmettre, n'est-ce pas, des messages beaucoup plus sécuritaires, au lieu que nos FARDC puissent de manière beaucoup plus spécifique communiquer à son sein, sans qu'il y ait un corps étranger. Malheureusement, c'est ce qui s'observe. Et donc, d'un côté, c'est une mesure qu'il faille à tout prix saluer. De l'autre côté, je me pose la question sur l'opportunité de revenir sur cette décision qui, autrefois, était suspendue. Il y en a plusieurs qui estiment, d'ailleurs avant que je ne puisse m'y atteler de manière assidue, vous avez suivi des voix qui sont levées à travers le monde contre, n'est-ce pas, la levée de ces moratoires, puisqu'on s'est dit, est-ce une façon de se régler des comptes politiquement, puisque la justice étant qualifiée de malade par les garants de la nation, ça craint. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut attribuer à cette justice qui du reste ne fait pas très bien son travail selon le président de la République, et on lui a pris notre responsabilité, celle de condamner à mort? C'est comme quelqu'un qui a estimé que vous avez un malade, un enfant malade, à qui vous donnez une machette pour trancher une situation. Je pense que toutes les victimes, même les innocents,
courront le risque d'être abattus. Et donc je pense que par rapport à un recul, je pense que cette disposition n'enchante aucunement pas les droits de l'homme. Ça fâche. Nous ne devons pas dégringoler par rapport aux anciennes pratiques, bien que ancestrales, au niveau de la Bible même, qui tue par le paix, paiera par le paix. Je pense que le monde évolue. Le monde évolue. Je l'ai dit tout à l'heure que le mal est très profond à travers la République démocratique du Congo. Les infiltrés dont on parle, un vrai Congolais ne peut pas les encourager. Mais regardons aussi sous une autre facette. Nous avons des détourneurs dans ce pays. Nous avons des gens qui s'enrichissent à chaque heure au détriment des Congolais. Je vous informe que pendant un temps, j'ai eu l'opportunité de visiter certaines provinces. Au fin fond, on s'est dit, reculez, ne vous en faites pas, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. Il y a des gens qui manquent de tout dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont jamais vu l'ampoule s'allumer. Il y a des gens qui n'ont jamais communiqué par la voie téléphonique. Voyez-vous, ici en République démocratique du Congo. Et donc, je pense il faut qu'on commence par un pas, mais pas reculer ne plusieurs pas. Comme c'est le cas. C'est vrai, c'est une mesure, on peut se dire, voilà, nous allons décourager, la situation a assez perduré dans la partie Est, mais les infiltrés dont on parle, ils ne sont pas seulement dans l'armée, dans la politique, nous avons des gens qui collaborent avec les ennemis. Dans les temps, il y a Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui s'adressait à ses collègues en leur disant quittez les groupes armés. Comme qui dirait, il le savait. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes, le temps les a rattrapés, qui finissent par répondre devant la justice. Je pense ici, il faut que nous puissions très bien analyser cette instauration de la peine des morts. La justice devrait d'abord être redressée, choisir de nouveaux animateurs qui ne seraient peut-être pas mal vus au sein de la société comme des corrompus. Il est vrai, nous ne qualifions pas tous les animateurs de la justice comme étant tous ne sont pas malades, quelques-uns font exception, mais est-ce que c'était opportun aujourd'hui? C'est là que je suis un peu réticent pour saluer à bras les corps, comme l'a fait tout à l'heure Béni Rachidi. Je pense qu'il faudrait que nous ayons un œil très regardant, et la population regarde qui seront nos premiers coupables. Est-ce dans les camps de l'opposition? Parce que vous savez, en RDC, il n'y a que la politique qui semble fissurer le vivre ensemble. Quand on est de l'opposition, on constitue un bloc, comme qui dirait, on est devenu ennemis alors qu'on est simplement des adversaires. En dehors de la politique, on peut parler affaires, on peut parler autre chose concernant la vie de la nation, mais en RDC, ce n'est pas le cas. Quand on est au pouvoir, on regarde avec un œil beaucoup plus dédain à ceux de l'opposition, et quand on parle de l'infiltration, ne vous en faites pas, dans tous les deux camps, ils se regardent. L'opposition pense que voilà, c'est peut-être pour nous qu'on veut instaurer cette peine des morts. Dans les camps même de l'Union sacrée, les malfrats sont partout dans tous les deux camps ici. Ils ne sont pas venus blanchir un camp pour estimer que cette instauration viserait telle tendance. Mais non, mais regardez, la population est en train de voir qui seront le premier coupable, n'est-ce pas, de cette peine des morts. Donc il y a à boire et à manger. Monsieur Béni Rachidi, votre réaction? J'ai beaucoup aimé l'analyse de Christian Mouchampa. Conséquence, vous avez découvert avec moi, bien qu'il a semblé condamner la peine de mort, il a fini par saluer. Saluer pourquoi? Parce que, est-ce que l'on ne tombe pas facilement dans qu'est-ce que je veux dire, dans des intentions, ou carrément prêter intention? Mais quand vous lisez la note de madame la ministre de la Justice, on ne parle pas que d'être porter atteinte à la sûreté de l'État. Mais moi, je salue beaucoup pour notre ville de Lubumbashi, parce que il y a aussi ces banditismes urbains que Kaseba Makonko, les feux a combattu, les feux
j'ai même oublié le nom, le maire qui venait à peine de décéder, en tout cas je vais me rappeler de son nom. La série de gouverneurs qui sont passés à la tête de cette province. Vous parlez de Sangouza Mutunda. Il y avait aussi la dame qui a, en tout cas la ville de Lubumbashi n'a plus des maires presque vivants à part le dernier. Vous comprenez que toutes ces autorités au niveau urbain, au niveau national, ont fait le frais de cette critique populaire par rapport à la montée en flèche de l'insécurité. Quand on se focalise plus sur la politique, on donne l'impression de croire qu'on a fait un recul. Mais il faut voir aussi les conséquences. Je parle bien d'abord, pour un premier point, l'insécurité. Qu'est-ce que nous n'avons pas observé ici, à Lubumbashi? Des bandits qui sont arrêtés et des bandits qui sont libérés au nom d'une petite malignité au niveau de la justice, l'administration de preuves. Et quand on n'a pas de preuves à brandir devant les juges naturels de ces bandits, eh bien il sera libéré. Même si vous l'avez trouvé en flagrance délit, mais vous n'avez pas de preuves. Le dossier sera classé. Conséquence, le type a été arrêté et il meurt. Et quand on vous raconte des dégâts, c'est un enfant d'une année, c'est un bébé de 6 mois qu'on a placé dans un frigo. C'est cynique. Qu'est-ce qui peut résoudre des choses pareilles? Moi, dans mes réflexions, je suis allé même très loin. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas armer la population? Parce qu'aux États-Unis, on le fait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec la peine des morts, moi, j'ai réfléchi en tant que sociologue, ça aura un impact. Un impact très considérable parce que tout celui qui aura tendance, déjà pour un premier point, le banditisme urbain qui a beaucoup tué, lisez les livres du professeur Tinyama Kadima, Île-de-France, de l'école de criminologie, lisez les rapports produits par notre confrère Jeff Mbia au niveau du cadre de la concertation, mais les chiffres font froid. Mais Monsieur Barrachidi, la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo, mais viol va à l'encontre de l'article 61 de la Constitution qui consacre le droit à la vie. Bien sûr que oui, le droit à la vie ne vous autorise pas aussi de ôter la vie des autres. De la même manière que la Constitution protège votre vie, mais vous avez aussi le droit de protéger la vie de votre prochain. Mais si vous vivez en âme et conscience pour mettre fin à la vie de l'autre, mais il y a déjà une épée de Damoclès sur vous qui vous oblige aussi à partir. Je crois que ce n'est que justice. Mais on ne peut pas tuer mon ami Christian Mouchampa, un journaliste merveilleux, un beau gars que je suis très souvent à la télévision. Il n'a rien fait, mais pourquoi brandir sur lui la peine de mort? Mais quand on provoque, l'on viole les normes, la réglementation sociale, parce que toutes les lois que nous avons ici, ils sont issus de la société. Et même lorsque les juges prononcent un jugement, il est fait au nom du chef de l'État. C'est la nation, c'est la société. Donc c'est nous qui avons produit ces lois. À moins que l'objectif soit de tuer le journaliste, parce que non. Ici, on peut bien réfléchir, parce que il y a tel, mais il y a tel. L'opposition n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'opposition n'a pas commencé avec Joseph Kabila Kabange, même pas Mosé Laurent Désiré Kabila. Mobutu en a aussi vécu ou connu. Mais ici, la peine de mort, il y a plusieurs abolitionnistes, des professeurs comme Akele, des Raoul Kengekenge qui ont beaucoup écrit, même la ministre elle-même de justice actuellement, qui s'est évertuée en son temps contre la peine de mort, mais aujourd'hui elle occupe les postes avec les dangers au niveau social. Allez à Kinshasa, des Koulouna, qui tue des gens avec des machettes. Voilà, alors je crois que la société aujourd'hui, on doit beaucoup
acclamé. Parce que ça déjà, au niveau même des corporations. D'accord. Déjà, M. Christian Mouchamba n'est pas pour tuer quelqu'un comme ça. Il n'a jamais dit qu'il était pour, mais seulement il a pris cette levée du moratoire avec beaucoup de pincettes. Monsieur Christian. Exactement. Ici, je dois dire que je ne suis pas totalement contre l'argumentaire de Béni Rachidi. Tout ce dont il parle, je pense, ça peut prendre forme au cas où la justice congolaise n'était pas réprochable à un pourcentage remarquable. Comment ça? C'est là le grand problème. C'est là le grand problème. C'est vrai, le droit à la vie, c'est bien beau. Ok, on doit suivre à la lettre. Pour respecter toutes les dispositions constitutionnelles, faudra-t-il que les animateurs de la justice, bien qu'une justice totalement juste n'existe presque pas à travers le monde, mais à une certaine dose remarquable, on peut tous applaudir. Quand est-ce que le Congolais, je ne me rappelle même pas la dernière fois que les Congolais ont eu de manière unanime salué le travail qu'a dans la justice. Du côté de l'opposition, on tire sur elle. Pareil, du côté de l'union sacrée. Mais à cette justice-là, vous donnez encore plus de pouvoir. C'est là tout le problème. Les gens qui sont censés exécuter la levée sur la peine de mort, le moratoire sur la peine de mort, doivent être des gens exemplaires dans la société. Des gens qui, même quand quelqu'un est tellement faible sur le plan, ils sont protégés, équitable. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? C'est dans la plupart des cas les plus forts qui ont raison. Il suffit de ne rien avoir à être va-nu-pied, vous allez vous rendre compte que vous allez marcher et que vous n'aurez jamais gain de cause auprès de la justice. Cette justice qualifiée de malade. Et vous lui attribuez cette responsabilité. Je pense, nous avons assisté, je ne suis pas un prophète de malheur, mais il y a risque que nous puissions assister à des comment on dit, on doit s'y rendre des comptes. Puisque la justice... Comme l'a déploré le cardinal. Comme l'a déploré, l'a si bien déploré. Il suffit que telle tête ne puisse peut-être pas plaire à tel autre qui est à la gestion. On se dit maintenant, on peut monter une histoire de toute pièce par exemple. Et la justice, c'est un secret des polichinelles et un travail du pouvoir. Ça c'est connu de tous. Bien qu'on nous parle de la séparation du pouvoir, est-ce que cette justice de la République démocratique du Congo est-elle autonome? Je pense à cette question. Je ne suis pas habilité à la poser à Béni. Mais tout de suite, même dans mon cœur, nous disons, mais la justice a de petits soucis. Des petits soucis puisque les injonctions proviennent du pouvoir exécutif. Pourtant, quand on parle de la séparation du pouvoir, la justice pouvait, au même titre, incriminer le plus faible, même le plus fort. Il y en a ceux qui prennent comme jurisprudence les hommes forts, à un certain moment, qui ont été inquiétés, condamnés, et au bout de quelques temps, relâchés par la justice. Et le plus faible, pensez-vous que le traitement est pareil? C'est là tout le problème. Je pense qu'une telle initiative de Madame le ministre de la Justice devrait commencer par la restructuration de l'appareil judiciaire. Le travail devrait commencer par là. Revoir les animateurs. Y placer des hommes de confiance, des hommes qui peuvent bien intégrer pratiquement leur rôle puisqu'ils sont au centre de tout. Mais quand la justice est qualifiée de malade, avec les mêmes animateurs, c'est là tout le problème. Je pense que M. Béni peut revoir sa façon de voir les choses pour ne pas applaudir et sans tenir compte des conséquences néfastes qui peuvent advenir à la longue. Sans étudier tous les paramètres. Mais voilà. Béni Rachidi, la justice qualifiée de malade, mais cette justice, on lui confie quand même ce pouvoir, la possibilité de condamner quelqu'un à mort, c'est-à-dire on procède par fusillade pour certains et par pendaison pour d'autres. Alors, dans sa maladie, là, vous ne craignez pas des problèmes plus graves que ceux que nous connaissons aujourd'hui? Je suis en médecine. Et en médecine, on a quelques étapes.
La première partie, c'est la consultation qui passe par la palpation. J'ai réfléchi aussi avec l'auscultation des étapes qu'on peut inscrire dans le traitement. Qui a décelé la maladie de la justice? Le chef de l'État. Lui-même. Et ça n'a pas commencé avec lui, déjà le prédécesseur, l'un des ministres du gouvernement Kabila, les bouillons Alexis Tambwe Mwamba, qui a parlé même de 3V, veste, véhicule et villa au niveau de la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, avons-nous des indicateurs qui remettent en cause les traitements opérés au niveau institutionnel au sein de la justice? Est-ce qu'aujourd'hui, avons-nous des preuves que cette maladie déclarée par le chef de l'État, ce n'est pas lors de cette législature, c'est la législature finissante, où il a fait des déclarations liées aux problèmes vécus au quotidien au sein de la justice. Alors, c'est pour cette question, on dit qu'il fallait commencer par c'est ça le problème. Qui sait? Est-ce que le moment commencer par là qu'il fallait commencer, monsieur? Mais c'est déjà, je veux dire que ça s'est fait. Je ne crois pas que lorsqu'on constate une maladie, l'on va attendre une année pour la traiter. Lorsque le médecin, après qu'il ait posé son diagnostic, mais il doit passer au traitement. Et le chef de l'État a constaté, c'est la série même de lois qui ont été publiées, liées à la nomination des magistratures, liées même à la révocation. L'on a suivi avec vous sur les médias comme est-ce que l'on a révoqué des magistrats. Ça fait partie. Où est-ce qu'on peut classer ces révocations? C'est dans quel cadre? Mais c'est dans un cadre de l'État. Aussi la question, on révoque pour recruter qui? Il se pose la question de la qualité aussi de ces personnes qui sont... C'est qu'on recrute, ils viennent des universités. Et les universités ne forment pas des bandits. Les universités ne forment pas des malhonnêtes, des escrocs. Les universités forment des intellectuels. À côté de moi, c'est Christian Mouchamba. Avez-vous bien suivi son français? Il est intellectuel. C'est un produit de l'université. Je suis en face d'une dame intellectuelle. Voilà la fierté de l'université. Donc ces jeunes gens qui sont recrutés au sein des facultés de droit de l'université de Lubumbashi, ils ont appris l'éthique déontologique des avocats, ils ont appris l'éthique déontologique des magistrats, ils ont appris le droit pénal. Mais les anciens magistrats n'ont pas appris ça à l'université, monsieur Béni. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans un système, même si l'on est né sain, c'est la société qui nous rend mauvais. Vous le savez avec moi. Alors lorsque ces jeunes gens qui viennent déjà de faire leur entrée et trouvent des mesures de régulation conçues, placées par le chef de l'État, déjà la révocation, mais y compris aussi la peine de mort, qui peut aussi frapper un magistrat, qui peut aussi frapper un juge, qui peut aussi frapper un greffier. Donc ils savent que, attention, mais je peux aussi prononcer la peine de mort contre Y, mais il peut aussi me retourner contre moi, parce que j'ai la double tranchant. Mais attention, voilà pourquoi ça, toutes ces lois, mais qui a rendu public cette loi? Cette note qui circule aujourd'hui, qui fait la une de cette belle émission, c'est le ministre de la Justice. Et c'est le répondant, le premier répondant de tout le magistrat et juge. Alors, vous comprenez comment est-ce que Christian Mouchamba n'a pas aujourd'hui à faire la promotion de la maladie de la justice? C'est pas ça, au niveau du il ne faudrait pas me coller cette casquette selon laquelle je serais en train de faire la promotion des irrégularités. Non, s'il vous plaît, je dois préciser ceux qui me prennent diffusion en cours. Je suis en train de présenter les côtés positifs. Ici, sur le plateau, Béni Rachidi semble être
beaucoup plus optimiste par rapport à la décision prise. Alors moi, je vous en train de présenter les pour et les contre. Et donc, je ne connais pas la casquette selon laquelle je serais en train de voir la justice tout en noir. Non. Ici, je pense, madame, le plus important serait de travailler au sein même de l'appareil judiciaire, de revoir j'ai beaucoup aimé quand Béni parle du système. C'est là tout le problème. Il ne suffit pas de recruter, de procéder par les nouvelles recrues. Mais ces nouvelles recrues vont s'intégrer dans le système préétabli. Et donc, quand vous avez des jeunes magistrats qui font bloc avec les vieux, ils vous diront quoi? Non, mais ici, pour se faire un peu d'argent, voilà comment est-ce qu'on travaille. Et donc ici, il faut diagnostiquer le vrai problème de l'appareil judiciaire. Le problème se situe à quel niveau? Est-ce un problème de traitement? Est-ce un problème d'inféodation de la politique? Vous y travaillez. Il doit y avoir des recommandations fermes auprès, peut-être qui doivent être formulées auprès du président de la République pour lui dire, voilà, après un travail minutieux effectué au sein de l'appareil judiciaire congolais, voilà le problème que nous avons détecté, voilà les raisons à la base des dérives, voilà les propositions que nous vous soumettons, vous en tant que garant de la nation, pour que la justice puisse quitter la phase de maladie et peut-être d'être dans la phase de convalescence et d'être pratiquement guéri. Voyez-vous? Et donc c'est ça tout le problème. Je pense que si un travail pareil peut être fait, la justice sera saluée de tous. Il suffit de visiter peut-être d'autres petits, bon, j'appelle petits pays voisins au regard de leur dimension, de leur immensité. Vous vous rendrez compte que quand vous vous retrouvez là, vous vous perdez juste d'avenue. Vous voyez les éléments, soit de la PCR, bien que sous d'autres cieux, ça a une autre appellation. Peu importe l'heure, la police, non, il est quelle heure, peut-être 21h, vous habitez où? Non, je me suis perdu. On vous amène jusque chez vous à la maison avec des renseignements à l'appui, si réellement c'est la maison qui vous accueille. Posons-nous la question si cette même expérience peut être vécue chez nous. Nous vivons en RDC et la réponse est non. Et donc le mal est très profond. Ne cherchons pas à solutionner superficiellement un problème croissant, alors qu'il faille un travail beaucoup plus sérieux. C'est bien bon la justice, la peine de mort. Vous avez le côté positif, c'est que les coupables auront peut-être peur. Oui, personne ne veut mourir. Et surtout quand on a assez de moyens. On veut s'en réjouir jusqu'à la vieillesse. Même les vieux ne veulent pas mourir. Ceux, beaucoup plus, qui sont dans une vie luxueuse. Voyez-vous, la peine de mort a une influence par rapport à la peur. On peut se dire, mais regardez, tel a été pendu, tel a été fusillé, et donc je peux me réserver. Mais au-delà de ça, d'autres mal, on pille. D'autres mal, des détournements, des fonds. Mais là, on doit élargir le champ. Et avec ça, on peut décourager pratiquement le mal et avoir un pays où il ferait beau vivre avec la volonté du chef de l'État. Je pense que nous allons y arriver, mais tout ce que moi je veux demander, c'est qu'on puisse élargir le champ. Le mal se trouve dans chaque secteur de la vie ici en RDC. C'est pas seulement la justice. Quel est ce domaine qui fonctionne correctement et qui peut sortir du lot pour ne pas être réprochable? Mais rien ne marche. Regardons la réalité en face. C'est vrai, on a commencé par la justice. Est-ce que c'était... Posez-nous la question sur l'opportunité. Qu'est-ce qui a motivé? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il y a infiltration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo? Pourquoi une telle décision n'avait-elle pas été prise 2 ans avant? Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Donc ici, c'est bien beau de passer à l'exécution. Est-ce que ce ne serait pas une décision contre vitesse, à double vitesse, comme on l'a dit, pour exécuter les uns en faveur des autres? Le règlement des comptes. Le règlement des comptes. Ne vous en faites pas. Même nous, journalistes, attendons voir qui sera le premier coupable. Et sûrement, ça va choquer toute la population. C'est un sujet très sensible et qu'il faille le traiter avec beaucoup de sérieux possible. Il ne faudrait pas que la décision soit populiste et
que pour son exécution, surtout en défaveur d'un camp politique quelconque, qui est clameur public, ça risque de dégénérer dans la société et ce ne serait pas souhaitable. Monsieur Béné Rachidi, est-ce que vous pouvez nous dire l'opportunité de la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC? Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui justifie cette opportunité-là? Est-ce qu'aujourd'hui, c'était le moment opportun de prendre une telle décision, d'après vous? Le mal est profond. Avez-vous lu le rapport mapping? Avez-vous lu le rapport produit par les experts des Nations Unies? Je parle de l'Est. Avez-vous suivi? J'ai assisté et j'ai couvert lorsque le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a reçu le prix, son honoris causa à l'université de Lubumbashi. Il a fait un discours de plus de 30 minutes. Je vous en prie, suivez ces discours. Il y a des chiffres, des statistiques qui blessent et qui font pleurer. Je crois que on ne veut pas remercier la femme de cette manière en RDC. Je suivis le directeur qui parlait qu'on peut aller même à un trimestre au lieu d'un mois. Vous parlez du directeur de l'université de Lubumbashi, Kishida, qui l'a dit, juste pour montrer la femme a beaucoup de valeur. Je crois que si la peine de mort vient d'être, réinstaurée carrément en RDC, c'est le temps, c'est le moment. Avec cette montée en flèche de l'insécurité à l'Est, on m'a envoyé une photo que je continue jusqu'à tout moment à visualiser. C'est un bébé qui est en train de péter, mais sa mère est déjà morte. Faut pas qu'on arrive à une telle cruauté au nom des droits de l'homme et qu'on laisse des femmes tuer comme ça. Un autre bébé, elle essaye de bouger sa maman, mais qui est déjà parti. Je crois que la peine de mort a tout son sens. J'ai vécu ici et dans nos plateformes de journalistes. Combien de journalistes ici ont fait le frais de ces banditismes urbains à Lubumbashi? Nous ne parlons pas seulement Est, mais revenons à Lubumbashi. Christian a fait mention d'un cas très positif en Zambie. Monsieur Christian, est-ce qu'en Zambie, est-ce qu'en Mozambique ou au Zimbabwe, il y a une unité de la police pour la protection de la femme et de l'enfant? Il n'y a pas ça. C'est une exclusivité de la RDC. Mais ça nous valorise. Si vous allez citer par exemple de la PCR qui sait facilement orienter les gens en Zambie, mais il faut aussi vous dire, à Lubumbashi, au camp Est, il y a aussi une unité de la police où on s'occupe premièrement et prioritairement des dossiers liés aux enfants et de la femme. Ça nous rend aussi, ça nous fait respecter au niveau des indicateurs qui démontrent comment est-ce que nous sommes un pays démocratique. Donc je crois qu'aujourd'hui, la peine de mort ne doit pas être vue plus dans un angle politique. C'est là où je suis déjà contre que le pays, la justice, doit continuer à être malade alors que le chef de l'État l'a dit, il y a cela plus d'une année. Donc c'est-à-dire qu'on n'a rien fait, on a croisé les bras, alors que moi et vous avions suivi et avions observé comment est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises, des politiques publiques très productrices, juste pour ou prometteuses dans le souci de révéler cette justice. Je crois que la justice, il ne faut pas qu'on la classe dans cet état des maladies permanentes. La justice est censée évoluer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons suivi avec vous, nous avons produit des papiers, des reportages sur les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, bien sûr contestés, même en France on conteste, même aux États-Unis, l'élection de Donald Trump pose problème.
vous pensez que tout ce que vous venez d'énumérer comme problème, tous ces problèmes-là, sécuritaires, seront résolus avec cette levée du moratoire. L'exécution de la peine de mort dans notre pays va nous aider à résoudre tout ça. La peine de mort ne va pas éradiquer l'insécurité. Très faux. On aura toujours des cas de banditisme. On aura toujours des meurtres par-ci, par-là. Mais le chiffre sera réduit. Oui, mais M. Béni, si vous permettez, l'objectif, d'après la note circulaire de la ministre de la Justice, c'est que l'on puisse débarrasser l'armée des traîtres. Oui. Vous pensez vraiment qu'avec ça, l'armée sera débarrassée des traîtres? Mais vous avez suivi avec moi Christian Mouchampa, qui a parlé déjà de la peur. En psychologie, on parle de la phobie. Très certainement qui aura très certainement une influence très positive, je vous dis, parce que j'ai beaucoup aimé ces magnifiques phrases de mon francophone journaliste. Je crois que personne ne veut vivre, ne veut mourir. Y compris nous trois ici, personne n'est prêt à mourir aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre, de voir nos enfants, de voir le pays encore évoluer. Et au nom de cette peine de mort, juste parce que je ne veux pas mourir, je veux aussi me débarrasser. Nous avons l'impression que sans l'exécution de la peine de mort, rien ne pourra évoluer à l'heure de c'est l'impression que ça donne. Ceux qui saluent l'avènement, n'est-ce pas, ou la levée du moratoire sur la peine de mort, pensent que c'est la dernière carte pour diminuer sensiblement les infiltrés au sein de l'armée. Admettons que les infiltrés qui sont au sein de forces armées de la République démocratique du Congo parvenaient juste à faire semblant d'obéir aux injonctions de la haute hiérarchie. Est-ce que nous avons découragé ça? Ce ne serait pas une stratégie pour juste tromper la vigilance et manigancer autrement. Nous ne devons pas penser que l'avènement de la peine de mort est une solution absolue. D'ailleurs, il venait de le dire tout à l'heure. Ça ne va pas résoudre. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'on va sensiblement diminuer les taux de criminalité? Qu'est-ce qui nous fait croire? Parce que nous ne devons pas rester là en train de projeter les futurs avec certitude. Il est vrai, au-delà de la France que cela peut amener, au-delà de la cacophonie sur la justice qui peut être prise malencontreusement contre certaines personnes, à quoi faudra-t-il s'attendre? Je pense que on ne doit pas réduire l'efficacité de la justice à l'exécution de la peine de mort. Ici, timidement, Béni serait en train de faire voir à la face du monde que la non-mise en application de la peine de mort serait, autrement dit, le chèque de la justice congolaise, bien qu'il ne l'a pas dit avec ses mots, puisqu'il salue à bras le corps cet avènement. On me prête des intentions. Non. Il salue à tout prix. Il a vous n'avez pas lancé de moi. Donc il dirait avec la justice, l'exécution de la peine de mort, on vivrait le paradis à l'heure de c'est. Je ne le pense pas. Si c'était une mesure salvatrice, madame, les voix n'allaient pas s'élever de part et d'autre. Où serait le droit de l'homme? Je l'ai dit. La vie est sacrée. Nous devons évoluer. Les gens qui posent des actes de barbarie dans la société peuvent être rééduqués autrement. Est-ce que l'État a-t-il failli Est-ce que l'État a-t-il failli à cette mission de rééducation? En principe, quand quelqu'un est acheminé à la prison de la Cassapa, Ndolo, que sais-je, Makala et autres, en principe, après avoir purgé sa peine, ça doit être un citoyen civilisé, potable dans la société. Est-ce le cas? Ça doit être un citoyen à même de contribuer à l'émergence de la société. Est-ce le cas? Il y a des gens qui ont quitté Cassapa pour y avoir purgé 2 ans, 3 ans. Ont-ils contribué dans la société après ces temps durs passés en prison? Je pense tout de suite, la raison est non. D'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est des gens qui perdent davantage leur faculté à cause
de mauvais traitements, des conditions inhumaines, on rééduque ou on enfonce les gens devenir davantage perdus dans la société. C'est ça tout le problème. Ne faisons pas semblant de saluer alors que le vrai problème est ailleurs. Exécuter quelqu'un, bien beau, mais ceux qui sont en prison, seront-ils tous exécutés alors qu'il y a des dispositions précises qui détectent la catégorie de gens qui méritent, n'est-ce pas, cette peine-là? Mais non, il y a moyen de rééduquer. Nous avons des psychologues aguerris dans ce pays. On peut même solliciter la main-d'œuvre extérieure. Qu'est-ce qui serait à la base de ce banditisme devenu beaucoup plus inquiétant, n'est-ce pas, ce banditisme inquiétant dans la société? Ici, il y en a ceux, personne ne peut encourager ça, il y en a ceux qui pourront par exemple vous parler du taux élevé de chômage, la non-occupation des jeunes déjà majeure. Est-ce que l'État ne peut pas aller au-delà des mesures prises au sein de la justice pour voir quelle politique mettre sur pied pour la réinsertion de tous ces rebelles qui s'infiltrent au sein de l'armée congolaise? C'est là toute problématique. Ainsi, quand quelqu'un peut, dans son domaine de la vie, tel est par exemple mécanicien, il est heureux, il se sent à même de s'épanouir en exécutant son travail, tel est par exemple cordonnier, il se sent à même de s'épanouir, tel est, je ne sais pas, ingénieur, et avec un traitement proportionnel. Vous verrez que personne n'envierait se plonger dans la politique. Et aujourd'hui, plusieurs voix ont estimé que les vrais traîtres sont ceux qui envient la vie politique, puisque la politique paye mieux. Quel est cet autre secteur de la vie en RDC qui met à l'aise la population ou ses animateurs en dehors de la politique? Et donc, il faut que tous les secteurs de la vie puissent être pris en considération, et cela nécessite un travail minutieux de l'État congolais. La création de l'emploi, la diversification de l'occupation des jeunes. Je ne vois aucun jeune prendre une machette notamment alors qu'il est occupé chaque fin du mois, il peut s'organiser. Voyez-vous? Et quand on le laisse comme ça, c'est une bombe à retardement. Et prochainement, nous allons déplorer qu'il soit pendu. Est-ce une solution définitive? C'est lui qui sera pendu et toute sa bande alors. On peut dénoncer une seule personne et d'autres peuvent répercuter les mêmes actions décrites dans la société. Voilà pourquoi je vous ai dit, le mal est très profond, il faut une restructuration très généralisée pour sauver ce pays. Monsieur Christian Japadi, d'ailleurs, il y a des ambassades, selon la radio Capi Actualité.cd, il y a des ambassades qui sont contre les mesures prises par le gouvernement congolais, notamment l'ambassade du Canada, l'ambassade du Royaume-Uni et autres, l'Union européenne aussi. Bon, certains pensent que le Congo, comme c'est un pays souverain, il a le droit de prendre ses propres décisions et que d'autres pays ne peuvent pas s'ingérer. Alors, Monsieur Béni Rachidi, une autre question. Je ne sais pas si vous permettez que je puisse rebondir sur la motivation de certaines ambassades qui ne saluent pas la levée de ces moratoire. Il est vrai, le pays ne peut non plus pas se développer en solo. C'est en connexion avec des pays de vieille démocratie qu'on peut atteindre aussi leur niveau. Si dans des pays de vieille démocratie on a levé l'exécution de la peine de mort, je pense que ça doit être un bel exemple à suivre. C'est quand un pays tâtonne, patauge, n'est pas encore stable qu'on peut exécuter pour rééduquer ceux qui vont se servir d'exemple de l'exécution de cette tâche-là. Et donc si ces pays-là ont estimé qu'il s'agit d'un recul démocratique, c'est en connaissance des causes. Il n'y a pas seulement ces ambassades-là, même ici au pays, il y en a ceux qui tirent à boulet rouge sur cette décision. Monsieur Béni Rachidi, par rapport aux ambassades qui sont contre, qui s'opposent à la mesure, à la décision prise par le gouvernement congolais, rapidement, avant que je n'aille à la question que je devrais vous poser. Moi, je crois que la RDC est un pays souverain. Où étaient ces ambassades quand l'Union européenne a signé avec le Rwanda cet accord de partenariat?
Avez-vous entendu l'ambassade du Canada ou de la France condamner lorsque déjà même les Nations Unies, via leurs observateurs, qui ont pu démontrer clairement comment est-ce que le Rwanda finance, soutient les rebelles à l'Est. Et l'Union européenne, une structure qui gère ou qui regroupe des vieilles démocraties. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas lu une déclaration ni des États-Unis, ni du Canada, ni de la France, ni de l'Italie, moins encore venant d'un pays comme l'Allemagne. Alors pour... Donc, faut pas venir nous distraire ici. On sait que le Canada peut-être a aboli la peine de mort, mais je vous signale, elle existe bel et bien au Nigeria. Elle existe bel et bien en Égypte. Aux États-Unis. Je parle d'abord de pays africains. Plus de 10 pays l'organisent. Je crois qu'aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, mais c'est tout le monde qui veut aller là-bas. C'est tout le monde qui veut aller acheter là-bas. C'est presque tous ces pays européens qui veulent signer des partenariats avec les Émirats Arabes Unis. Moi, je crois que l'unique moyen de nous faire respecter, ce n'est pas la peine de mort. Nous faire respecter, c'est organiser notre pays, diversifier l'économie et faire développer la machine. Et les déclarations des pays, ce sont des déclarations, des routines habituelles, mais qui n'ont aucun effet, aucun impact sur la machine et qui évolue d'elle-même. Voilà, Monsieur Béni, Monsieur Christian, nous allons prendre la toute dernière question dans les quelques minutes qui nous restent par rapport à cette question. Je commence avec vous, Monsieur Christian Mouchampa. Il y avait ma question qui ne m'a pas été posée. Et justement, c'est celle que je vais poser à Monsieur Christian, elle va vous revenir. Alors, je ne peux pas vous reposer la question alors que vous aviez la parole, Monsieur Béni Rachidi. Alors, Monsieur Christian Mouchampa, la décision de lever le moratoire sur la peine de mort en RDC est sortie du Conseil de ministres du 9 février 2024. Mais ce Conseil de ministres, ces ministres-là, ne font que expédier les affaires courantes. Alors, quel est le regard que vous pouvez lancer sur cette question? Est-ce que, en tant qu'un gouvernement qui expédie les affaires courantes, ils avaient le droit de prendre une telle décision aussi grande? C'est quand même une grande décision. Alors, je pense que Madame le ministre n'a pas pris cette décision de manière isolée. Il y a eu d'abord l'audience qui lui avait été accordée par le président de la République, le garant de la nation, lui qui peut à tout bout de champ prendre une décision d'une importance capitale selon la pertinence que lui-même peut accorder à cela. C'est exceptionnel, ça c'est un cas exceptionnel. C'est un cas isolé. Je pense que Madame le ministre a eu la bénédiction du chef de l'État. Okay. Donc, à mon avis, je ne pense pas que cette décision avait été prise de manière isolée ou au cours du Conseil des ministres, puisque, vous l'aviez dit tout à l'heure, le champ est restreint quand on expédie les affaires courantes. Mais quand une décision pareille est prise, décision de grande envergure, là, la ministre est mise en vedette en tant qu'animatrice seulement, mais derrière elle, c'est le président de la République. Monsieur Béni Rachidi, quand le gouvernement expédie les affaires courantes, elle ne peut prendre de nouvelles décisions que dans les cas exceptionnels avec l'autorisation du chef de l'État. Alors, est-ce que dans ces cas, nous sommes dans cette situation, en cas d'espèce, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes dans un cas exceptionnel et que la ministre, avec tout le gouvernement, avait l'autorisation de prendre une telle décision, si grande d'ailleurs? Mais il faut déjà lire la décision sur le plan juridique. Est-ce qu'il y a eu déjà un acte qui abroge le gouvernement? Même pas, le gouvernement fonctionne. Oui, le chef de l'État a demandé qu'ils expédient les affaires courantes. Et le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. Je crois que c'est une décision qui vaut tout son sens. Mais je suis en train de réfléchir aussi sur cette décision avec des ramifications économiques. Okay. Elle est très importante parce qu'aujourd'hui, moi et Christian avons la possibilité de créer, par exemple, une association pour la vulgarisation sur cette peine de mort, mais on se fera de l'argent. Et
la RDC aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme atout au niveau de la jeunesse, c'est un moyen important. Aujourd'hui, avec cette peine de mort, les médias aujourd'hui peuvent concevoir des émissions pour la sensibilisation en rapport avec cette peine de mort. Aujourd'hui, les médias peuvent obtenir des financements liés des bailleurs par rapport à la vulgarisation. Donc, il y a aussi un aspect économique non négligeable. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous faire des polos et porter juste, faites attention à la peine de mort, ça aura toujours un impact. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la RDC mérite, la RDC via bien sûr ses animateurs, mérite les félicitations. Et je félicite via cette émission la ministre de la Justice, Madame le Premier ministre, mais aussi le président de la République. Je crois que ça va changer un autre regard. Je crois que ça va changer, même au niveau des universités, on va encore réintroduire la levée de la peine de mort dans nos études, dans nos recherches, et la RDC sont en train de voir dans 3 ans, 4 ans, on pourra réévaluer cette peine de mort et on va sentir même une forme de diminution au niveau du banditisme urbain. Monsieur Béni Rachidi, votre conclusion partielle. Non fier de mon pays, je suis fier d'être Congolais, j'ai envie encore de remettre, s'il fallait, on dit quoi, s'il faut refaire, je serai toujours Congolais dans un pays où on organise la peine de mort. Monsieur Christian Mouchampa, votre conclusion. Alors, merci. Je pense que la décision étant prise, ici c'est un message que je dois devoir lancer aux animateurs de la justice de s'approprier cette lutte, parce que le président de la République voudrait que cette justice puisse élever la nation qui est nôtre, et donc qu'il n'y ait pas une justice qui puisse faire objet de critiques négatives. Unilatérale. Voilà, et donc ça c'est un défi. Je pense que la prise de cette décision constitue un défi donné, n'est-ce pas, à tous les animateurs de la justice qui doivent rien que dire les droits. Messieurs et dames, c'était Décryptage. Nous avons traité de la question en rapport avec la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Cela vient d'une note circulaire signée en date du 13 mars 2024 par la ministre de la Justice et garde de Sceaux, ce qui est la suite de la conférence du Conseil des ministres qui a été tenue le 9 février 2024 à la Cité de l'Union africaine. Nous sommes à Kinshasa pour traiter de cette question. Alors, il a fallu d'abord que nous fassions une lecture par rapport à ça et soulever toutes les questions qui se soulèvent par rapport à cette décision si grande du gouvernement congolais. Pour traiter de cette question, j'étais avec Monsieur Béni Rachidi. Je lui dis merci. Merci madame d'avoir pensé à nous, merci à Christian Mouchampa et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. La seconde personne, c'était Monsieur Christian Mouchampa, journaliste. Monsieur Christian, nous vous disons merci. Merci madame, merci Béni Rachidi, merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs de Shalom Télévision et Shalom Radio. Merci d'avoir suivi ce numéro de décryptage. Merci également pour ceux qui nous ont suivis à travers YouTube et Facebook. Au revoir et à la prochaine.